Bienvenue, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, à présent, les titres de l'actualité. Une dizaine de présidents de conseils économiques et sociaux et d'institutions similaires francophones sont à Abidjan pour prendre part à l'Assemblée générale de l'UCCIF. Face aux médias, le docteur Akewemi Adesina a étalé son bilan à la tête de la Banque africaine de développement, un bilan qu'il qualifie de positif. Au Sahara 2025, la troisième journée a été marquée par la présentation des avancées technologiques dans l'agriculture à travers l'IA et l'utilisation des drones. Et un cadre du département de Saint-Fra a lancé une série d'activités pour occuper les élèves en cette période de vacances scolaires. De précision dans ce journal. Abidjan est la capitale des conseils économiques de l'espace francophone depuis ce lundi. Une dizaine de présidents de conseils économiques et sociaux et d'institutions similaires francophones ont foulé les bords de la lagune ébriée. En présence du Premier ministre ivoirien, ils prendront part à l'Assemblée générale de l'UCCIF. Il s'agira entre autres de renforcer la crédibilité de l'UCCIF, d'échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration de Cotonou adoptée en juin 2023, valoriser l'expertise ivoirienne et renouveler les instances de cette fêtière. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Elle vient de glaner la présidence de l'UCCIF. Dr Eugène Akawele, précédemment ministre en charge de la Santé, promu président du CESEC par Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire pour l'efficacité de son travail, vient d'être plébiscité à la tête de l'UCCIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones du monde. Il replace de ce fait la Côte d'Ivoire en orbite après la Coupe d'Afrique des Nations passée. La totalité des présidents de conseils économiques et sociaux venus de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, tous liés par l'espace francophone, portent en ce digne fils du Sud Comoé l'espoir d'une nouvelle dynamique pour les pays francophones du monde. Je sais pouvoir compter sur le soutien indéfectible et sur l'engagement de chacun de vous pour relever ces défis. La solidarité qui caractérise notre union, la richesse de nos échanges, la diversité de nos expertises et la force de notre vision commune seront nos plus grands atouts pour avancer ensemble. Les conseils économiques sur le plan africain sont portés par l'UCESA. Son président salue la Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée générale qui a déjà vu en acte 1 l'élection de son fils. C'est l'occasion de renforcer davantage les synergies entre nos deux organisations, y compris avec notre grande fêtière, l'ASC6, et mobiliser des partenaires régionaux et internationaux, notamment Sud-Sud. Avant cette élection, c'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire, un autre acteur reconnu pour ses challenges réussis, qui a ouvert les assemblées générales de l'UCCIF. Face aux mutations profondes qui redéfinissent les équilibres socio-économiques et géopolitiques, il est plus qu'important pour Robert Begré-Mambé de repenser les modèles de gouvernance, les politiques publiques et la francophonie, un canal majeur à saisir pour avancer. La coopération entre les institutions que vous représentez, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, comme c'est le cas au sein de l'UCCIF, est à saluer, puisqu'elle permet de consolider les liens au-delà des cadres institutionnels pour consolider les relations entre pays et même entre régions. Je voudrais dès lors vous inviter à continuer de faire vos efforts pour une amélioration continue de la contribution de cette union aux questions qui se posent à nos États et à nos sociétés. Après l'ouverture, une première plénière a permis à Conrad Baguidi, président du CES Bénin, trésorier de l'UCCIF, de faire le point de la trésorerie de l'institution. Créée en 2004 à Ouagadougou, l'UCCIF est composée de 25 pays avec 2 nouveaux adhérents qui portent l'union à 27 membres. Les présidents d'institutions se réjouissent de la tenue à bonne date de cette Assemblée générale et comptent sur l'engagement global des acteurs pour ébaucher avec compréhension les points au cœur de la rencontre d'Abidjan. C'est une grande chance pour nous que le docteur Akawele, président du CESEC de Côte d'Ivoire, puisse prendre cette responsabilité immense, fort de sa grande compétence en matière de
de politique, de relations stratégiques, de coordination, de son expérience. Je pense qu'il va apporter quelque chose de substantiel et c'est aussi un symbole important que ce soit lui parce que désormais, c'est quand même le cœur même de la francophonie se trouve en Afrique et la Côte d'Ivoire en est un symbole important. Le président Aka Awele a montré la force de son engagement et ses capacités d'initiative à la tête, à la présidence du CESEC de Côte d'Ivoire. Et je sais qu'à la présidence de l'UCESIF, avec le soutien de l'ensemble de ses collègues, avec le soutien des présidentes et des présidents des 24 conseils de notre espace francophone, il saura faire franchir de nouvelles étapes, de nouveaux paliers à notre union. Nous n'avons pas de conseil particulier, sinon que nous avons une conviction qu'il fera du dialogue social, du rassemblement des populations, de la cohésion nationale, de la cohésion des peuples d'Afrique, de faire en sorte que nous puissions ensemble amorcer un développement continental qui puisse répondre aux défis de la mondialisation. C'est une conviction qu'il nous partage chaque jour. Donc nous sommes certains qu'il le fera. Et enfin, nous disons aussi que nous sommes certains d'une autre chose. C'est que la coopération, où c'est un rendez-vous du donner, du recevoir, prendre les bonnes pratiques, améliorer rapidement notre croissance, sera une réalité. Autre point de l'actualité, ce lundi à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, Dr Akiwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a animé une conférence de presse. Face aux médias, il est revenu sur les temps forts de ces années passées à la tête de l'institution. Un bilan qu'il qualifie de positif pour la transformation du continent africain. Était témoin Générosa Kwadio. En 2015, Dr Akiwumi Adesina est élu à la tête de la Banque africaine de développement avec 58,8% du total des votes, devenant ainsi le 8e président de la BAD. Une année après, à Lusaka en Zambie, il lance sa feuille de route pour le développement de l'Afrique. Un plan d'action ambitieux et pragmatique en 5 points, appelé les Act 5, éclairer, nourrir, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie en Afrique. 10 ans après 2 mandats passés à la tête de la BAD, l'heure est au bilan. Ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la veille de l'ouverture de la 60e Assemblée générale de la BAD, Dr Akiwumi Adesina est face à la presse nationale et internationale. C'est un homme heureux qui a présenté un bilan satisfaisant. L'Afrique allait perdre 30 millions de tonnes d'aliments provenant de la Russie et de l'Ukraine. En l'espace de 2 ans, que s'est-il passé après que nous avons commencé cette initiative? Nous avons pu apporter un soutien à 30 millions d'agriculteurs dans 29 pays qui ont eu accès à des semences améliorées, à des intrants, des engrais. Et imaginez quoi, ils ont pu produire 44 millions, vous m'avez bien entendu, 44 millions de tonnes cubiques d'aliments. Avec une priorité donnée aux infrastructures, à l'agriculture, à l'emploi et à l'accès à l'énergie, la BAD, sous sa direction, a multiplié les projets à fort impact. Dr Adesina entend poursuivre dans cette dynamique jusqu'à la fin de son mandat dans quelques mois. Alors que je me prépare à transmettre le bâton, je le fais avec une grande confiance. Je suis fier de laisser derrière moi une institution financière robuste qui peut naviguer quelles que soient les tempêtes qu'elle rencontrera. Nous sommes à la tête de l'innovation globale aujourd'hui. Nous sommes effectivement dans l'intégration régionale et nous préparons l'Afrique à être le leader sur la sécurité alimentaire et l'accès à la transformation et la résilience climatique. Le président de la Banque africaine de développement reste confiant que l'Afrique a les ressources, le talent et l'ambition pour se développer par elle-même avec des institutions fortes au service des peuples. Il est bon de noter qu'Abidjan accueille du 26 au 30 mai 2025 la 60e Assemblée générale annuelle de la BAD. Le temps fort sera l'élection des nouveaux présidents de la Banque africaine de développement. Et nous restons toujours dans l'actualité liée à la 60e Assemblée générale de la BAD et c'est dans l'invité du JT.
président sortant de la BAD se dit satisfait de ses 2 mandats, mais sur le continent, des voix s'élèvent mettant en doute certains projets menés par la BAD. À Abidjan, un contre-espace sur la BAD a récemment été organisé par les jeunes volontaires pour l'environnement. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Daleba Naounou. Il est coordinateur programme de jeunes volontaires pour l'environnement. Bienvenue, M. Daleba. Merci, M. Assignan. Vous avez mobilisé la société civile pour dénoncer les impacts négatifs des projets BAD. De quoi s'agit-il? Merci Assemien. Comme je le disais tantôt, il s'agit d'un contre-espace, comme je le disais tantôt, d'une révolte en griffe du fait que malgré nos interpellations, malgré le cri du cœur des communautés, on n'a toujours pas de réponse à ce mal développement, à ce mal-être, aux impacts négatifs des projets financés par la BAD. Et donc nous avons voulu montrer notre mécontentement, faire des propositions pour dire à la BAD, attention, la trajectoire que prend vos projets, votre développement n'est pas celle que souhaitée par les communautés, par les populations qui devraient en bénéficier. Et est-ce que vous avez des exemples concrets de projets BAD qui, selon vous, ne rentrent pas en ligne de compte de l'intérêt de la population? Alors, il faut noter que c'était une rencontre sous-régionale avec des organisations et des communautés venues de plusieurs pays. Donc je donnerai 2 exemples palpables d'impact négatif. Je peux donner l'exemple en Côte d'Ivoire concernant le barrage Sengrobo-Awati à 148 km d'Abidjan, qui est un barrage qui est venu bouleverser toute la société au niveau de Sengrobo. Et depuis plusieurs années, depuis le début de ce projet, les communautés ne font que donner de la voix sur les questions de leur impact, sur les questions de leurs moyens de subsistance. C'était des pêcheurs aujourd'hui n'ont plus accès à l'espace fluvial pour faire leur activité. Les mareuses, les femmes qui vivaient de ces ressources se plaignent du fait qu'elles n'ont plus accès aux poissons. Et des personnes ayant perdu leurs espaces culturels se plaignent d'avoir été mal indemnisées. Et depuis des années, des personnes se plaignent pour que ces projets-là puissent se rappeler de leur engagement dès le début. Je donne également l'exemple de Natigal au Cameroun où des projets ont impacté durablement des communautés, des jeunes qui travaillent le long de ce fleuve, de Sanga, ont pratiquement quitté le village de Natigal, éponyme du même barrage, et se sont retrouvés dans d'autres contrées. Et donc ce sont des projets qui à la fois ont des impacts au plan environnemental, la biodiversité, mais au plan social, c'est quand même catastrophique vu que nous avons quand même fait des recherches sur ces 2 espaces. Je ne citerai pas les agropoles au Mali ou au Burkina ou en Guinée ou même au Madagascar. Donc voilà quelques exemples concrets que nous pourrons citer et dont les impacts posent une véritable question de à quoi servent souvent ces projets. Doivent-ils servir les communautés, les populations ou doivent servir les intérêts de quelques projets d'investissement étrangers? Alors pour vous, le vrai problème, c'est justement le fait de ne pas prendre en compte le discours social de la population avant de mettre en œuvre les projets. Oui, et en plus de cela, c'est le manque de considération de ces communautés qui sont souvent mitoyennes des projets. Et en plus des appels de grue de ces communautés qui sont souvent ignorés. Pour nous, on ne peut pas investir dans un projet dit de développement tout en ignorant la personne immédiate proche de ce projet qui à la limite devait être la première personne à bénéficier d'un projet. Donc il y a même l'objectif de ces projets qui nous interroge. Si tant est que ces projets doivent bénéficier, doivent participer à la réduction de la pauvreté, et comment est-ce que ces projets peuvent se transformer en bourreaux de ces communautés. Donc il s'agit d'interroger l'objectif de ces projets et surtout l'impact de ces projets sur la vie des communautés et surtout sur ce qui devait être le consentement libre, informé et préalable vis-à-vis de ces communautés. Abidjan accueille la 60e Assemblée Générale du groupe de la BAD. Vous, en tant que société civile, quelles sont vos attentes? Nous l'avons dit, nos attentes, c'est que la BAD repense son processus et qu'elle revienne sur les objets de sa création en 1964, qui était de resserrer les liens entre les institutions financières
et les communautés et les populations. Il faut noter que c'est une banque de développement. Donc par nature, elle doit participer au développement selon les mécanismes prévus. Et pour nous, la trajectoire prise par la BAD depuis ces dernières années nous pose une véritable question problématique de morale et surtout d'objectifs. Donc nous nous interrogeons pour la réforme pour nous de la BAD. Il faut noter que la BAD c'est 54 pays africains et 27 pays non africains, dont 5 pays qui ont droit de vote majoritaire africains et 5 pays étrangers. Et donc on s'interroge effectivement est-ce que la BAD est souveraine dans les projets? Est-ce que la BAD répond véritablement aux attentes des populations? Ce sont des questions auxquelles la BAD doit répondre pour ces 60 ans qui est un âge de maturité et surtout sur l'endettement aussi de l'Afrique parce que la BAD finance ces projets par un mécanisme d'emprunt et d'endettement. D'accord. Alors, ça sera bientôt le renouvellement des instances. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos alternatives pour faire porter la voix des populations, justement? Nous proposons d'ailleurs une réforme en profondeur de la BAD et surtout qu'elle devienne une banque du Sud. Une banque qui prend en compte notre niveau de vie, qui prend en compte nos réalités. Vous voyez, on ne peut pas calquer le développement tel qu'il est vécu en Occident et venir le réexposer en Afrique. Et quand on finance de l'énergie, c'est que le centre de santé qui est là puisse en bénéficier. Quand on fait un barrage à côté dans une population qui n'a pas accès à l'eau, ça pose une question d'éthique et de morale. Sachez que le village de Saint-Gros-Wati n'a pas d'eau courante, mais à côté on a un projet qui va coûter plus de 174 millions d'euros pendant que des communautés mitoyennes n'ont même pas accès à l'eau. On s'interroge, est-ce que ce qui était plus urgent n'était pas le château d'eau? Ce qui était plus urgent n'était pas un centre de santé. Est-ce que le barrage va servir ces communautés? Est-ce que ces communautés auront accès à l'électricité sans débourser de l'argent? Voilà ce à quoi souvent on se répond dans le choix des projets. Et quand on dit ce sont des projets dits de développement, il s'agit de quel développement? Si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Oui, ce que nous voulons dire, c'est qu'à l'aune de cet anniversaire qui est célébré en griffe, pour nous, la question n'est pas de célébrer un développement, c'est de s'interroger, est-ce que la BAD agit selon les intérêts des peuples africains? Est-ce que la BAD est en parfaite harmonie avec les attentes des peuples africains? Voilà la question essentielle. Si oui, alors la trajectoire est bonne. Sinon, alors que des populations pleurent à Boutoubré, où un projet va se faire, à Saint-Grobo, où des communautés sont dans le désespoir, on s'interroge s'il faut célébrer un anniversaire ou s'il faut s'interroger sur les objectifs de la création de la BAD. Merci infiniment, M. Daleba Naounou. Je rappelle que vous êtes coordinateur programme des jeunes volontaires pour l'environnement. Merci, M. Assemien. C'est à JVE et ses partenaires CADTM Grain Women de vous dire merci parce que depuis plusieurs jours, votre télévision a été de ces activités de ce contre-espace. Merci d'être aussi le relais des voix des sans-voix. Merci infiniment. C'est l'heure de parler du Sahara 2025 dans cette page spéciale. Et pour avoir les échos du Sahara 2025, je suis encore avec Alan Itoua. Bienvenue Alan. Merci Anjasemia. Pour le programme du Sahara 2025, l'on a eu droit à des panels au cœur du secteur agricole et animal plus résilient. Exactement, ce salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques d'Abidjan a été marqué aussi par des sessions de réflexion et d'échanges enrichissants en faveur d'une agriculture durable, résiliente et respectueuse de l'environnement. Ce rendez-vous a rassemblé des acteurs clés du secteur agricole, vous le savez, et des représentants d'organisations pour discuter des défis actuels et des solutions innovantes face aux enjeux environnementaux liés au secteur. C'est un reportage de Michel Brou.
Plusieurs thématiques étaient au rendez-vous à la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques d'Abidjan. Espace d'échange exclusif, ce cadre a permis de plancher sur plusieurs secteurs agricoles, comme ici où la filière Anacad a abordé le thème sur la compétitivité de l'industrie de l'Anacad face aux défis du marché international. Des échanges fructueux au profit des auditeurs présents. On parle de compétitivité. Nous, à notre niveau, en tant qu'interprofession, nous sommes en train de travailler de sorte à pouvoir permettre, à faciliter, on va dire, la conversion des acteurs en transformateurs. Donc nous, à notre niveau, avec nos maigres moyens, avec notre surface financière qui n'est pas assez large, on est en train de mettre en place un dispositif qui puisse permettre aux différentes familles de se doter d'unités de transformation. J'exhorte mes parents producteurs à faire la qualité pour que le produit ivoirien, le label Côte d'Ivoire, voilà, soit vraiment la qualité. D'un autre côté, les stratégies de développement agricole étaient aussi au menu des activités, avec la mise en œuvre de projets au profit d'une agriculture plus dynamique en Afrique. Ce matin, c'est un bilan qui est en train d'être fait, et puis à la fin, nous allons lancer officiellement le processus de revue de l'ECOWAP pour les 10 prochaines années, c'est-à-dire de 2026 à 2035, pour nous aligner sur la politique africaine commune de l'agriculture. La fertilité des sols n'a pas échappé à ces échanges pour garantir une agriculture plus écologique et respectueuse de l'écosystème environnemental. Il faut préciser que face aux problèmes communs liés à la gestion de la fertilité des sols, au niveau des pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, ce réseau a été créé justement pour mettre les chercheurs des différentes institutions au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest en partenariat pour qu'ils réfléchissent et travaillent ensemble pour trouver des solutions efficaces et durables pour lever les contraintes qui sont liées à la gestion de la fertilité des sols. Alors que les défis environnementaux continuent de croître, il est impératif que tous les acteurs du secteur unissent leurs forces pour bâtir une agriculture qui respecte notre planète tout en répondant aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale. L'événement se poursuivra avec d'autres panels et ateliers permettant encore plus d'opportunités d'apprentissage et de collaboration dans les jours à venir. Eh bien, Alan, on parle beaucoup d'agriculture, on parle beaucoup de ressources animales, mais la technologie a aussi une place au Sahara 2025. Justement, cette troisième journée du Sahara a été aussi marquée par la présentation des avancées technologiques dans l'agriculture à travers l'intelligence artificielle et l'utilisation des drones. Un panel de haut niveau avec pour thème application de l'intelligence artificielle dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire a marqué cette journée. Le président de l'Intercoton a pris part à ce panel où il a montré l'importance de ces avancées dans le monde agricole. On écoute Philippe Zabo. Pour le directeur exécutif de l'Intercoton, il ne fait point l'ombre d'un doute. L'utilisation de l'intelligence artificielle et des drones révolutionnera le monde agricole en général et particulièrement celui du coton. L'Intercoton, face à la pénibilité de la culture du coton et face aux effets néfastes du changement climatique, et au regard de la pression parasitaire sur le cotonnier qui est beaucoup prisé par les parasites, la difficulté, et surtout cette culture est une culture annuelle, l'interprofession va mettre en place un écosystème d'innovation à travers des centres de prestations et des services motorisés qu'on appelle les CPMIA. À travers ces centres de prestations, nous allons mettre en place un certain nombre d'innovations pour réduire la pénibilité du producteur durant l'itinéraire technique, le cycle culturel. Et la première résolution, la première solution, la première innovation que nous apportons, c'est sur la motorisation des labours. Nous motorisons, ces centres sont dotés de machines de dernière génération et ces machines qui permettent de labourer en une durée courte les parcelles des producteurs tout en donnant la superficie immédiatement, la possibilité de contrôler et de réguler la consommation du carburant et de faire un travail de qualité avec tout le système d'innovation qui est mis en place sur ces différentes machines. Cette technologie a été approuvée, elle est éprouvée et elle fonctionne correctement dans le bassin cotonnier. Donc, l'interprofession va mettre en place à travers ces centres d'innovation l'intelligence artificielle avec le traitement phytosanitaire avec les drones.
Du coup, utiliser les drones pour pulvériser le coton en Côte d'Ivoire. Et cette technologie a été expérimentée, cela fait 5 ans, en collaboration avec le Centre national de recherche. Et la technologie, aujourd'hui, elle est éprouvée et elle est adoptée par les producteurs de coton. Le contrôle parasitaire avec le traitement avec les drones, le drone agit sur le cotonnier avec beaucoup d'efficacité. La précision de l'utilisation du produit, la précision dans le temps et la superficie traitée par le drone, le temps d'utilisation qui est de 10 minutes par hectare au lieu d'1 heure de temps en temps réel ou de façon manuelle avec le producteur. Donc aujourd'hui, cette technologie est adoptée par les producteurs pilotes. Et aujourd'hui, nous cherchons à vulgariser cette technologie à travers la Côte d'Ivoire. Ces dires ont été soutenus par son président du conseil d'administration. Pour le traitement des drones, là, il y a un avantage. Et l'avantage, il dit qu'il y a l'avantage de la santé et du repos du producteur, mais il y a un avantage d'augmentation du rendement. Voilà, parce qu'avec le drone, on ne rate pas de traitement. Et quand on fait le traitement est correct, la vitesse même de la drone même fait tomber d'abord les chenilles à terre et qui les tue. Avant ces propos, le président exécutif de l'Intercoton et son conseil d'administration étaient à la salle cacao du Sahara pour défendre l'utilisation de l'intelligence artificielle et des drones dans l'agriculture. Et dans cette même perspective, en Jassemien, la jeunesse était à l'honneur au 3e jour du Sahara. Au menu de leur journée, présentation des dernières avancées technologiques dans le domaine agricole et l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme nous venons de le dire. On écoute encore une fois Philippe Zabo. Les jeunes sont venus nombreux assister au panel dont le thème était « Application de l'IA dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire ». C'était aussi l'occasion du lancement de l'hackathon l'IA du Sahara 2025, un hackathon qui mettra en concurrence 6 équipes. La présélection s'est faite en ligne. Voilà, il y avait une soumission de projets, d'idées, et au vu de ça, on devait recevoir des mails pour savoir si nos projets ont été retenus ou pas. Et après maintenant, on a eu des réunions de cadrage pour nous expliquer un peu le fonctionnement de l'hackathon. C'est après cela qu'on nous a dit que le lancement sera fait aujourd'hui. Mais en temps, nous a mis à disposition les différents outils qu'on aura à utiliser pour donner vie à nos projets. Notre projet, c'est une application de conseil. Une application qui va conseiller les producteurs sur les différentes cultures qu'ils doivent faire, les différents choix de cultures qu'ils devront faire en fonction des conditions climatiques de leur zone. À côté d'eux, c'étaient les jeunes du groupe École 2IAE qui s'imprégnaient de nouvelles réalités technologiques dans le monde de l'agriculture avec les aînés de la commission de la CEDEAO, des réalités dont ils ont conscience. Ce matin, nous avons été invités par la CEDEAO pour assister à un panel. Il était question des innovations technologiques et de répondre aux préoccupations du peuple. Et donc, les panélistes nous ont fait part des innovations, des projets qu'ils avaient pour la Côte d'Ivoire et pour les pays de la CEDEAO. Ils nous ont aussi permis de poser des préoccupations et je crois qu'ils ont répondu à la plupart de nos questions et je crois qu'en ce sens-là, ils vont encore faire plus d'efforts. Je pense que tout ce qui est innovation technologique peut aider à faire avancer l'agriculture parce qu'avec le changement climatique, on est exposé à beaucoup de dangers et donc à beaucoup de freins. Et donc la technologie est bienvenue, est un soutien de taille pour l'agriculture, pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le Sahara a pour thème quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. La jeunesse africaine sera le moteur de cette transformation. Alors Alan, notre équipe de reportage est bien présente au Sahara 2025. Exactement, et moi je jouerai ce rôle jusqu'à la fin, le rôle d'interagir entre vous et nos reporters. Merci infiniment et on se donne rendez-vous demain. À la même heure. Autre information sur la technologie. La première édition des Journées du droit numérique de l'Agence nationale de sécurité des systèmes a eu lieu récemment à la Maison du Patronat. Ce premier rendez-vous a eu pour thème « Droit numérique pour tous, construire un numérique de confiance ». Le point avec Michel Brault. Droit numérique pour tous, construire un numérique de confiance.
C'est le thème à ces 2 journées d'échange sur les enjeux juridiques liés à l'essor des technologies numériques. L'événement se veut un point de convergence, mais également de sensibilisation pour les professionnels, juristes, entreprises et institutions qui cherchent à mieux comprendre les implications juridiques de leurs activités dans un environnement numérique en constante évolution. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, initiatrice de cette activité, est revenue sur les motivations de ce cadre de réflexion. Les fake news, mais pas que ça. Il y a aussi une question d'éducation, une question de mentalité, de savoir utiliser toutes les technologies et de savoir que derrière un smartphone, il y a des textes. Il y a la vie virtuelle et il y a la vie physique. Autant dans la vie physique, on sait qu'on doit s'arrêter à un feu rouge, c'est des règles, c'est des lois. Autant derrière un écran, on doit savoir qu'on ne doit pas écrire n'importe quoi. On doit faire attention pour se protéger, pour protéger nos proches. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous essayons de vulgariser les textes, de faire le maximum de formation, d'ateliers de sensibilisation. Et cette première journée vraiment nous donne une grande satisfaction quand nous voyons la population, enfin toutes les parties prenantes de l'écosystème du numérique qui se sont déplacées pour suivre ces premières journées. Le ministre a exhorté l'ensemble des parties prenantes à des échanges constructifs au profit d'un secteur du numérique garant de la sécurité des usagers. Chers participants, je voudrais ici formuler le vœu que ces journées soient riches en débats constructifs et en propositions concrètes pour avancer ensemble vers un numérique plus juste, plus inclusif, plus respectueux des droits fondamentaux. Car c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons relever les défis du monde numérique et en saisir toutes les opportunités pour le bien commun. La première édition des Journées du droit numérique s'annonce comme un moment clé pour le développement d'un écosystème numérique respectueux des normes et des droits de chacun. Poursuivons avec cette information. La Commission nationale des agents d'affaires judiciaires et ses membres se sont réunis récemment pour se commémorer l'adoption du décret portant réglementation de l'activité d'agents d'affaires judiciaires. Cette rencontre s'inscrit dans un objectif de rendre hommage aux institutions et personnalités qui ont œuvré au rehaussement de l'image de la profession d'agent judiciaire en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Sandrine Kwame. C'est avec joie et reconnaissance au gouvernement ivoirien que ces agents d'affaires judiciaires, représentés en centaines ici, à cette rencontre, se commémorent l'adoption du décret numéro 2024-325 du 22 mai 2024 portant réglementation de l'activité d'agents d'affaires judiciaires. Ce décret, qui a été pris pour combler le vide des orientations liées à l'exercice de la profession d'agent judiciaire. C'est avec émotion qu'ils rendent hommage aux institutions et personnalités qui ont contribué à la prise de ce décret de réglementation de leur profession. Feu le Premier ministre Madougan Koulibaly, qui était le secrétaire général de la présidence. Feu le ministre de la Justice, Kodé Mamadou, président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je leur dis merci pour ce combat. C'est ceux-là qui nous ont aidés. Depuis que la loi de 1975 portant statut de la profession d'agent d'affaires a été prise, l'une des dispositions fondamentales de cette loi, notamment l'article 9, disait que les décrets allaient être pris pour réglementer le secteur, l'activité. Beaucoup de batailles ont été menées dans ce sens et c'est le mercredi 22 mai 2024 que par la grâce de Dieu, ce décret a été signé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des recommandations et ont profité de l'occasion pour prendre connaissance du décret. Après 50 ans, 49 ans, 50 ans de lutte, aujourd'hui on a un décret propre à nous. Nous sommes reconnus par nos pairs. Ces agents d'affaires judiciaires reconnaissants sont désormais motivés
est mobilisée à se soumettre aux obligations fondamentales instituées par ce décret pour sa mise en œuvre effective. Nous poursuivons avec cette bonne nouvelle. Une opportunité s'ouvre pour les jeunes footballeurs ivoiriens. Eburnia Academy Football et l'agence internationale Opportunity ont officiellement annoncé lors d'une conférence de presse tenue récemment le lancement d'un camp d'entraînement international prévu pour août 2025. Cette initiative qui couvrira 10 villes ivoiriennes s'inscrit dans un vaste projet de détection, de formation et de placement de jeunes talents. Une nouvelle opportunité s'ouvre pour des jeunes footballeurs ivoiriens. Un camp d'entraînement international prévu en août 2025 a été annoncé. Eburnia Academy Football et l'agence internationale Opportunity ont décidé de s'unir. Leur mission, détecter, former et placer les jeunes talents et leur offrir l'opportunité de réussir sur la scène internationale. Pour y arriver, les deux structures ont signé un partenariat avec le club espagnol Rayo Vallecano, actuellement pensionnaire de la première division de Liga. Ces jeunes gens vont pouvoir prendre part à un camp d'entraînement qui aura lieu ici en Abidjan en août. On commence le 9 août. Et à Abidjan, nous aurons 3 jours en Abidjan. Et après Abidjan, nous allons mettre cap sur Boaké, Gagnora, Abengrou, Man, Daloa, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro. Donc nous avions 9 zones. Fait marquant de cette édition, le prestigieux club espagnol Rayo Vallecano, évolue en première division de Liga, enverra 2 coachs formateurs accompagnés de 2 agents recruteurs pour prendre part activement à cette campagne de détection. Nous savons que la Côte d'Ivoire produit de très grands footballeurs qui ont effectivement besoin d'une bonne formation pour évoluer dans le secteur. Nous avons constaté qu'à durant la Coupe d'Afrique, nous avons été ici 1 mois en train de nous déplacer dans les coins et recoins. La détection ciblera les jeunes âgés de 13 à 23 ans repartis dans les zones stratégiques telles que Abidjan, Boaké, San Pedro, Yamoussoukro, Korogo ou encore Daloa. Au programme, évaluation technique, accompagnement éducatif et préparation psychologique. La promotrice de GLP, les précuits, Alimata Koulibaly, a récemment participé à la journée de l'excellence au lycée technique et professionnel de Yopougon. Invitée par Oura Kwaku Akissi, proviseur de ce lycée, Alimata Koulibaly a parlé de son parcours et profité pour donner des conseils à ses filleuls sur l'entrepreneuriat et la vie sociale. L'occasion a permis de célébrer les meilleurs élèves de ce lycée, était témoin Konina Nourgo. Alimata Koulibaly, promotrice de GLP Les Précuits, par ailleurs présidente du réseau agro-transformatrice de Côte d'Ivoire, sort de son unité de transformation pour la destination lycée technique et professionnel de Yopougon. L'occasion, la célébration de la journée d'excellence dans ce lieu de savoir. Sur invitation du proviseur Kwaku Akissi, elle est allée partager avec la jeune génération son parcours. Difficultés, courage, abnégation, entrepreneuriat, résilience ont été les mots-clés partagés avec les lycéens. Alors, en tant que marraine de cette promotion, sortant du lycée professionnel de Yopougon, j'ai partagé mon expérience, j'ai fait comprendre à la jeunesse que ce métier de l'agro-transformation mérite d'être valorisé et de ne pas être complexé à démarrer tout petit. On peut démarrer tout petit et avec le courage, la persévérance, la résilience et honnêteté, avancer et atteindre ses objectifs. Le modèle inspirant de Alimata Koulibaly, qui a tout donné à l'agrotransformation et à l'autonomisation de la femme ivoirienne, un cas d'école qui ne peut passer incognito pour le proviseur Kwaku Akissi. Je dis à un enfant de travailler, s'il ne voit rien au bout, ça ne peut pas l'encourager. Donc nous nous battons avec nos partenaires
pour que ces enfants-là soient satisfaits et qu'ils donnent envie aux autres aussi d'emboîter le pas. C'est ce que nous faisons. Autre temps fort ayant marqué cette fête, la distinction des meilleurs élèves de la promotion 2024-2025, dont elle est la marraine. Les lauréats se sont engagés à poursuivre sur cette même lancée et challenger leur propre record. Un cadre du département de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, a lancé récemment au centre culturel de Saint-Fra une série d'activités pour occuper les élèves en cette période de vacances scolaires. Le top départ de ces activités a été donné à l'occasion de la 4e édition de Game Color, entendez par là la fête des couleurs. L'événement a rassemblé un peu plus de 500 jeunes venus des quartiers et villages de Saint-Fra. Gervais Amani dans un commentaire signé Walter Kofi. La journée a été marquée par des animations artistiques variées, des jeux interactifs et des instants de partage au centre culturel de Saint-Fra. Le comité d'organisation de cet événement culturel a mis les bouchées doubles pour amuser la jeunesse en cette période de vacances scolaires. Une séance de fitness a été organisée en marge de ce Game Color à Saint-Fra. La journée a débuté en fanfare par une parade qui a traversé les différents quartiers de Saint-Fra sur une distance de 8 km. Placé sous le parrainage de Serge Nedro, un opérateur économique et cadre de Saint-Fra résidant au Canada, cette manifestation a été marquée par des animations artistiques variées, des jeux interactifs et des instants de partage. C'est un moment important pour moi. D'abord, ça me fait revivre des moments historiques parce que je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'ai fait mes études, j'ai envie de dire primaires ici et je revis en fait l'histoire au travers de cette belle fête des couleurs et je pense que associer mon image, c'est redonner vie à la jeunesse de Saint-Fra, c'est redonner vie et du dynamisme à cette jeunesse et montrer à cette jeunesse qu'on peut partir du fin fond de la Côte d'Ivoire et arriver très loin, même dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire et démontrer notre expertise, démontrer que nous avons de quoi avoir et démontrer que nous pouvons réussir. Et c'est ce message que je suis venu lancer à cette grande jeunesse. C'est Emmanuela, je suis en classe de terminale, j'ai été invitée par ma CP à Wanouche, je l'aime trop en fait. C'est un événement d'épanouissement, de cohésion et de rassemblement. Voilà. En cela, nous avons initié cela à Saint-Fra pour le vivre ensemble en fait. L'événement tant attendu par la jeunesse de Saint-Fra s'est déroulé en présence de la directrice départementale des sports de cette localité. Au nom de la direction départementale des sports et du cadre de vie, dis merci au Paris. Merci à M. Lebrun qui, grâce à son leadership ce soir, a réussi à réunir en un seul lieu ces milliers de jeunes que nous voyons aujourd'hui. Les participants ont vibré tard dans la soirée au son de l'album de l'artiste, Le Grand Homme, qui a été déplacé spécialement par le parrain pour égayer la jeunesse. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Business 24 Africa.